Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Update lecture avec du roman historique, un essai passionnant et un ouvrage de fantasy qui est une sorte de réécriture, réinterprétation. Pour les petites dates de dédicace de février, ce week-end, donc on sera à Normania avec Émilie, donc qui se situe à Rouen, et la semaine prochaine je serai à Trébasia à Arras, et au mois de mars il y a la Made in Asia, Bondu et Aix-en-Provence en dédicace si vous le souhaitez, et on vous transmettra très rapidement les dates d'avril. Je suis encore en attente pour certaines et on va commencer tout de suite. On va commencer par l'essai, essai passionnant, mais essai clairement pas destiné à tout public. Pour en avoir lu d'autres dans cette période-ci, c'est vrai que celui-ci, c'est plus, je pense, à destination des étudiants de ce genre, des gens qui s'y connaissent un petit peu, parce que c'est assez... C'est pas que c'est assez pointu, mais il y a rien qui est fait pour que ça soit très didactique ou très explicatif. Je parle de Les religions gauloises de Jean-Louis Bruno. Alors Jean-Louis Bruno, c'est quelqu'un qui est assez connu dans la recherche autour des Gaulois, et c'est publié chez le CNRS, ce qui explique pourquoi c'est pas forcément hyper accessible. En général, les publications CNRS, c'est les publications à destination des chercheurs, donc ils sont pas là pour te faire un truc un peu didactique. Ici, on va étudier le peuple gaulois et son rapport aux religions, et surtout aux religions parce qu'elles sont assez multiples. J'ai appris énormément de choses. Pour les Gaulois, il faut pour tout vous dire et être très transparente, à part Astérix et quelques petits trucs que j'avais lus, voilà, où j'avais étudié à l'école, je connais assez peu de choses. Je suis assez passionnée par les Celtes, et notamment j'étais partie dans ce récit pour en apprendre plus sur les dieux. Je dois déjà vous dire que c'est pas du tout ce que le récit va vous proposer. C'est pas du tout pour vous énumérer les dieux et tout ça, c'est vraiment le rôle de l'homme vis-à-vis de la religion et ce que ça a comme impact sur sa vie. Et c'était passionnant parce qu'en fait j'avais l'impression de rentrer en territoire inconnu, d'apprendre des choses qui sont hyper importantes, et je trouve ça... Alors, c'est peut-être... je sais qu'on apprend un petit peu les Gaulois à l'école, mais ce point de vue-là, je m'en souviin pas du tout. À part Vercingétorix et Alésia, moi c'est que ça qui m'est resté. Donc il va y avoir déjà un gros sujet sur les sources, parce que les Gaulois passaient assez peu par l'écrit, donc comme voilà, beaucoup les Vikings et tout ça, ce sont beaucoup de choses qui sont vues par les envahisseurs, donc notamment on a beaucoup de textes qui viennent de Rome, on n'a pas forcément des avis de personnes qui vivaient la chose, parfois des textes qui étaient bien après la période gauloise, et donc on va avoir voilà, le rapport au texte, l'homme et les religions, c'est-à-dire le rôle des différentes personnes dans ce monde. Donc on va avoir les druides, mais aussi les divinités, et les druides c'est beaucoup plus large qu'on ne pense, parce qu'en fait, voilà, il y a plusieurs strates dans la société de personnes qui étaient plus ou moins en lien avec les dieux. Les lieux de culte, avec beaucoup de références à des lieux et de l'archéologie. Comment, a priori, était fait tout ce qui était prière, culte, donc la divination et tout ça. Le rôle de la religion dans la guerre, ce qui était assez passionnant, parce que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, j'ai l'impression. Et à la fin, il y a vraiment tout un lexique avec toutes les sources. Voilà, on va de Aristote à Tacite par exemple. Donc c'était un livre extrêmement passionnant, j'ai appris, j'ai l'impression, quelque chose à chaque page, donc c'était super chouette, mais qui était quand même assez difficile de lecture, parce que voilà, on est sur un chercheur qui a notamment été sur des lieux de fouilles, et qui dit lieu de fouilles dit que c'est assez présent dans le texte. C'est pas forcément ce qui est le plus passionnant en termes de... on te décrit ce qui a été trouvé sur les lieux et tout ça, mais ça appuie forcément les recherches, donc voilà, c'est un passage obligé. Mais sur tout ce qui est lieu de culte, en fait, c'est quasiment que de l'archéologie. On a aussi à chaque fois le rapport avec comment ont vu les Romains, voilà, ces religions. C'est vrai que ce croisement entre archéologie et texte antique est vraiment la force du texte, parce qu'on essaye de démonter
ce que les Romains ont énoncé à certaines fois, parce qu'on n'a pas retrouvé du tout les traces archéologiques. C'est des sociétés qui sont super dures à étudier parce que il reste pas forcément grand chose. L'auteur part du principe que tu connais déjà la société gauloise de base, il va pas forcément revenir sur les bases, et surtout il va être très pointilleux et très précis sur des petits points. Alors c'est intéressant, hein, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible. C'est un texte qui a été écrit il y a quelques années. Voilà, c'est un texte qui a été publié dans les années 2000 et qui a été réédité en poche, voilà, tout ça dans les années 2016 puis 2020. Mais on est sur des recherches aussi qui datent, je veux dire 20 ans dans la recherche actuelle. C'est quand même important parce qu'on a beaucoup plus de technologies nouvelles et tout, c'est ce qu'il explique, hein. C'est aussi une ouverture pour pousser la recherche à un petit peu plus travailler là-dessus. Comme je vous dis, c'est pas du tout un texte qui va vous énumérer les divinités parce que j'ai été la première surprise. Je pensais que les Gaulois avaient un panthéon à peu près unique, ou du moins des dieux qui revenaient, et a priori ça serait plutôt un dieu associé à un village, voilà. Un dieu qui était prié par rapport aux autres, et c'est super intéressant parce qu'il y en a certains qui se ressemblent, certains qui sont influencés par d'autres, et ça a été un nid de savoir. Le lien entre religion et guerre dans le texte, et notamment comment étaient traitées les dépouilles et tout ça, je vous laisserai découvrir parce que je vais pas tout vous dire, mais c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude en termes de est-ce qu'on laisse les corps sur place ou pas. Même les Gaulois avaient une société quand même très différente de la société romaine, hein, en soi, sur leur manière de vivre et tout, même s'ils s'influençaient. Et ce qu'ils disaient, en fait, la période a été très mouvante parce que l'influence a été de plus en plus. Et ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment de parler de Rome vis-à-vis des Gaulois, parce que bon, Rome avait quand même un point de vue d'envahisseur vis-à-vis de ça, et un petit peu de mépris, et donc ça parle aussi de toute la classe des druides. Qu'est-ce qu'étaient les druides? C'est pas panoramix, voilà, mais qu'est-ce qu'étaient les druides, leur rôle dans la société, et de toute manière ils étaient pas les seuls non plus à avoir ce rôle-ci. Est-ce qu'il y avait des druides femmes, tu vois, c'est des choses qui sont assez intéressantes, mais qui sont pas forcément accessibles. J'ai mis du temps à le lire, hein. J'ai mis 2 ou 3 semaines, je l'ai entrecoupé parce que bah tu lis 20 ou 30 pages et t'es en mode j'ai eu tellement d'informations d'un coup que c'est un peu trop. Mais je pense que pour tout étudiant qui est en archéologie, ça doit être quelque chose qu'il lit voilà, sur ses études. Et pour les passionnés de littérature, pour les passionnés de religion gauloise et tout, on n'a pas beaucoup de choses qui sont traduites en France de toute manière, donc vous aurez pas forcément beaucoup de choix. Jean-Luc Bruno, j'ai fait des petites recherches, a priori c'est quelqu'un qui est quand même très bien vu dans le milieu, c'est un expert. Donc j'ai essayé de lire d'autres ouvrages sur les religions gauloises. J'aimerais bien un ouvrage qui répertorie des divinités qu'on retrouve un petit peu en commun. Mais c'était assez passionnant. Il y a de l'illustration avec des schémas, on a notamment aussi de l'archéologie, donc des choses qu'on a retrouvées, mais je vais pas en parler beaucoup plus parce que déjà vous allez être peut-être personne ne va le lire, mais c'est tellement précis, c'est tellement particulier. Mais j'ai été très contente de faire cette découverte-là. Ça m'a un peu challengée, ça m'a forcé à me concentrer, à réfléchir, voilà, à me poser sur une lecture, à me dire, bon, il y a pas mal d'informations. Et sur des choses beaucoup plus légères, avec Belgravia de Julian Fellowes. Alors, ce livre a toute une histoire. En fait, ce livre, je l'ai jamais voulu. J'ai commandé un livre à la librairie où c'était une période où il l'avait mis dans un petit sac. Et en fait, quand j'ai reçu le petit sac, quand je l'ai récupéré, réceptionné, il y avait ce livre-là avec un de mes livres. Donc j'ai pensé qu'il m'avait fait un cadeau. Et donc j'aurais quand même envoyé un mail pour dire voilà, j'ai eu ce livre-là, merci. Et en fait, c'était une erreur. Mais il pouvait pas le réceptionner parce que il aurait pu être, il n'était plus considéré comme neuf en fait, donc ils pouvaient pas le vendre au prix qu'ils ont l'habitude de le vendre. Donc ça parle de quoi Belgravia, et qui c'est Julian Fellowes? Donc Julian Fellowes, pour les gens qui connaissent pas, c'est l'auteur du livre qui a inspiré la série Downton Abbey, qui est une série super connue où on va suivre l'Angleterre, on va dire du 19 début 19e, fin 19e, début 20e, il me semble, donc jusqu'à la guerre et tout ça, où on va suivre une famille d'aristocrates et voilà, toutes ces évolutions avec les domestiques. Belgravia, ça a été quand même une déception. Ça a été une déception parce que Downton Abbey, j'aime beaucoup. Je m'attendais pour un auteur, tu vois, qui était quand même installé, et quelque chose de beaucoup plus complexe.
En fait, c'est pas de la romance, c'est un peu un livre historique qui va raconter une histoire un petit peu glauque. On est au début en 1815, donc Napoléon tente de coloniser tout ce qu'il y a autour de la France. Donc il marche vers Bruxelles, on va suivre la jeune fille, comment? C'est Sophie. Sophie qui est issue de la bourgeoisie. Son père est quelqu'un qui commence à avoir des affaires qui sont florissantes et qui flirte, du moins qui est très amoureuse d'un aristocrate. Elle va être invitée au bal avec sa famille à la soirée d'une duchesse très connue. Sauf que juste à la fin du bal, les hommes présents vont être appelés pour défendre en fait Bruxelles. Sophie, elle est très amoureuse, c'est mal vu de la part de ses propres parents, du moins de sa mère, et surtout de la part de l'autre côté de la famille aristocrate qui dit c'est encore une petite qui essaye de monter dans la société. Son amoureux décède. Mais Sophie était enceinte et elle s'est donc un peu corrompue voilà, avec le monsieur et elle va mourir en couche quelques années plus tard. Donc on a ce point de vue juste au début du roman et on a le point de vue donc on va dire une trentaine d'années après avec la mère de Sophie qui va retrouver l'enfant et qui va vendre la mèche à la mère du jeune homme qui est décédé. Et donc c'est une grande... on va dire histoire un peu triste sur l'aristocratie de l'époque avec voilà des intérêts, les personnes nées au courant en fait de l'existence de cet enfant, c'est l'enfant caché, c'est hyper classique comme on va dire trame narrative de l'enfant caché qui va réapparaître et en fait c'est un aristocrate donc rien de très original et c'est surtout que Bella Gravia c'était plat. Les personnages étaient assez insipides. Certes, ça parle un petit peu de l'histoire, mais je pensais sincèrement que ça aurait été beaucoup plus approfondi. Alors, tant sur le point de Napoléon et qui est envahisseur, mais surtout sur l'après, parce qu'on va parler de Bruxelles et des maisons bruxelloises qui sont construites par le père dans le récit de Sophie, et ça s'arrête là en fait. Et c'est des quiproquos, c'est des choses comme ça, mais qui sont un peu... du genre, c'est un truc qu'on aurait pu voir en téléfilm sur France 3, tu vois. Je peux me permettre cette comparaison. Et j'étais un peu déçue au niveau du scénario, j'étais déçue au niveau des personnages, parce que autant Sophie et le jeune homme sont attachants, autant ses parents, ça va, mais c'est pas ouf, et de l'autre côté, ils sont assez insipides, et surtout, la façon dont c'est résolu et tout, tu savais comment ça allait se résoudre. Il y avait rien d'original, rien de très marquant. Et le jeune homme, c'est vraiment le jeune homme niais, mais il est beau, il est bien fait de sa personne, il sait faire plein de choses, c'est un homme qui a beaucoup de talent, qui sait mener ses affaires, bref, ça manquait de crédibilité. Les domestiques ont beaucoup moins d'importance que dans Downton Abbey, donc c'est vrai que c'était assez plat. C'est typiquement de la romance sans être de la romance, c'est du roman historique pour ceux qui veulent débuter, que ça soit pas complexe et que ça soit pas très historique. Bref, c'était quand même une bonne déception, surtout qu'ils te le vendent, mais l'annonce de la bataille de Waterloo, tu t'attends à des trucs épiques, à des batailles, en fait tout est caché et tout est... Je veux dire, faut pas être Einstein pour avoir écrit le bouquin. Et même dans Bridgerton, la notion de scandale, et on parle de Bridgerton, on le sent plus, il y a un scandale qui va se tapir, du genre, mon Dieu, Sophie a eu un enfant alors qu'elle était pas mariée et tout ça. Là, on le sent un petit peu moins, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était quasiment, en matière d'historique, aussi poussé que Bridgerton, et c'est pas un compliment, t'as même pas le côté romance ou le truc où tu peux te marrer pendant la lecture, tu vois, donc vraiment un peu déçu. Et on va passer à la fin, donc ça c'est une nouveauté qui est sortie je crois le 18 janvier, La fille du docteur Moreau, donc de Silvia Moreno Garcia. Pour les gens qui suivent vraiment toutes les vidéos, j'ai déjà lu cette autrice il y a assez peu. Elle a écrit un livre que j'ai bien aimé franchement, qui est une réinterprétation du mythe gothique, donc de Mexican Gothic, donc qui est une jeune fille qui va essayer de sauver sa cousine mariée à un homme qui vit dans un sombre château avec une famille très glauque et très bizarre. La fille du docteur Moreau est une référence donc au roman de H.G. Wells, donc l'île du docteur Moreau. Grand classique de la littérature, un peu SF, où, l'île du docteur Moreau, pour ceux qui ne connaissent absolument pas l'histoire, c'est l'histoire d'un naufragé qui va atterrir sur une île et il va rencontrer le docteur Moreau qui fait des expériences, on va dire, et ça crée des
êtres un peu particuliers. On reprend ce pitch là, on retire le naufragé, on suit donc, comment elle s'appelle la jeune fille? Carlotta. Alors Carlotta, c'est la fille du docteur Moreau qui vit dans un endroit un peu particulier, enfoncé dans la jungle, dans la péninsule du Yucatan, et elle va assister son père qui procède donc à des expériences, on le sait dès le début, c'est-à-dire qu'il essaye de créer des animaux humains, on va dire, c'est un peu bizarre, mais ils ont la forme anthropomorphique humaine, mais ils ont des caractéristiques animales et ils ont beaucoup de problèmes de santé et tout ça. Sachant que sa fille aussi a des problèmes de santé, donc elle est un peu liée à son père. Et on va suivre l'arrivée d'un jeune homme qui va être l'assistant du docteur Moreau, un jeune homme pas si jeune que ça, et qui au fur et à mesure du récit va compliquer les choses. Alors quand je vous dis ça, vous allez vous faire des histoires, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait l'histoire met beaucoup de temps à démarrer. On va dire qu'il y a une sorte de bouleversement au milieu du roman. C'est présent dans la deuxième partie de la quatrième, et pour moi en fait ça spoil en fait la moitié de l'histoire. Et donc on va suivre cette jeune Carlotta qui grandit, donc qui a grandi auprès de ces humains animaux qui servent en plus une cause assez horrible, donc il y a quand même des messages assez forts, hein, et c'est aussi un roman qui est assez engagé sur des questions, on va dire, de racisme, parce que l'autrice c'était déjà présente dans Mexican Gothic, mais va sous couvert, voilà, de réinterprétation historique ou de réinterprétation de clichés de genre, va toujours essayer d'avoir un message politique derrière. Ici on va parler en fait de la situation des Amérindiens, qui avec la guerre civile et tout ça, alors c'est vraiment en fond, mais même ce coup des animaux humains hybrides, c'est présent, voilà, t'as une lecture qui peut être fait aussi, voilà, contre le racisme et tout. C'est un livre, alors, j'ai moins aimé que Mexican Gothic, parce que le personnage de Carlotta est assez insupportable pendant tout le roman, mais on va déjà parler, je pense, de son point de vue, un des points positifs. Alors déjà, c'est une bonne réécriture, ça permet de donner envie de lire L'île du docteur Moreau, mais la réécriture est plutôt intelligente. Le truc qui à mon sens est le plus intéressant, c'est le traitement de la relation amoureuse et surtout le rapport homme-femme dans le texte. Donc Carlotta c'est une jeune ingénue et en fait le texte va pas du tout romantiser une relation dans le roman qui serait assez problématique sur plein de points de vue, hein, sur l'âge, sur le comportement de chacun et tout, et en même temps, à la manière de la Reine des Neiges, on peut dire dénoncer du fait qu'on ne tombe pas amoureuse du premier mec qui vient te complimenter. Et donc ça parle un petit peu de ça et je trouvais que c'était assez intelligent. Alors le rythme est assez bizarre, c'est-à-dire que c'est très lent au début, ensuite la fin est très précipitée, c'est beaucoup plus simpliste que Mexican Gothic. En fait, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé dans le texte, et c'est dommage parce que je trouve qu'il y avait quand même un bon truc, tu vois, derrière, c'est que j'ai trouvé le texte très prévisible. À chaque fois que j'arrivais à prévoir ce qu'il allait y avoir 10 pages après, donc c'est un peu dommage, mais je pense que ça peut sincèrement plaire aux gens qui aiment la romance aussi, parce que il y a un côté romantique dans le texte qui est mis en place. Il y a des révélations où tu t'en doutes, voilà, c'est un peu prévisible, mais qui vont être en mode waouh, ok, il y a un bouleversement et tout, il y a suffisamment de sabots lourds avant qui te laissent des indices, mais la réécriture est plutôt intelligente, ça touche des thèmes de science et d'hybride et tout ça. Il y a quand même des thèmes qui touchent l'éthique en fait, et ça parle aussi de l'éthique scientifique dans le texte, et ça c'est intéressant. En fait, c'est une sorte de réécriture SF, et il n'y en a pas 36 000, et surtout il n'y en a pas 36 000 où il y a beaucoup de romance, ou voilà, c'est assez particulier, c'est vraiment elle arrive toujours, l'autrice, à parler un petit peu de ça. Pareil, alors quand tu as lu Mexican Gothic, tu vois qu'il y a des thématiques qui reviennent, il y a notamment la thématique du consentement qui est important dans le texte, voilà, qui revient, et ça parle un peu de la femme objet, voilà, c'est vraiment, tu vois que c'est un récit qui est écrit par une femme sur une femme et qui dénonce les problèmes de société vécus par les femmes. C'est un peu dommage que tout le côté historique qui est hyper passionnant en fait, où en fait à la fin t'as une petite explication, je crois, de quoi elle s'est inspirée, et ça aurait été mieux qu'on développe un peu plus cela. Le point de vue aussi qui est un peu déroutant dans le texte, alors ça c'est vraiment l'appréciation personnelle, mais les personnages sont
très désagréable à suivre, que ça soit Carlotta, le docteur ça va encore, l'autre ça va encore, j'arrivais, les personnages masculins j'arrivais encore pour certains, mais notamment les personnages des hybrides en fait ils sont très... Oh, on dirait des gosses en fait, et c'est des gamines, c'est des adolescentes, et moi j'ai plus le courage de lire des ados qui se crêpent le chignon. Voilà, c'est pas trop mon truc, mais voilà, on retrouve un petit peu tout ça. C'est beaucoup moins effrayant que, parce que comparé avec Mexican Gothic, parce que bon, c'est la même autrice, c'est beaucoup moins effrayant. C'est à mon sens, la réécriture est sympa, mais c'est à mon sens moins réussi que Mexican Gothic. Pareil que dans Mexican Gothic, il y a pas des soucis de crédibilité, mais il y a peu d'explications scientifiques, on arrondit les angles à des moments, voilà, faut pas poser trop de questions non plus sur la crédibilité du texte, mais l'ambiance est hyper chouette. Moi c'est vraiment, c'est ce qui est vraiment positif dans ces textes. Il y aurait pas l'ambiance, on va dire là, de la jungle avec les gens qui sont autochtones de là-bas, tout ça, le texte aurait pas trop d'intérêt. Comme dans Mexican Gothic en fait. En termes de roman gothique, c'est pas ouf. Par contre, le fait d'avoir apporté une personne qui est métisse en plus dans le texte, ça donne des clés de lecture et ça renouvelle le genre. Là, pareil, c'est un livre qui est assez engagé. Et le mélange de genres littéraires est assez incongru entre la SF, le roman un peu d'amour et le côté un peu suspense, voilà, et c'est vrai que c'est plutôt un livre que tu lis en détente, voilà, faut pas poser trop de questions, tu te mets, comme en fait Mexican Gothic, tu poses pas trop de questions, tu lis, tu profites de ton moment, après faut pas trop creuser quand tu es dedans, mais voilà, il y a quand même toute une question sur les questions scientifiques. C'est quand même chouette la façon dont elles sont abordées, la fin, voilà, je vous laisserai découvrir si vous voulez le lire, mais il y a des messages qui sont quand même impactants et importants, et à mon sens c'est ce qui fait l'intérêt de la force du texte. J'ai trouvé que c'était pareil, que c'est pas hyper bien écrit, les personnages sont parfois un peu tape-nerfs, mais je pensais que ça allait être plus sombre que ça, parce que Mexican Gothic c'est quand même hyper glauque, et j'avais cette image là, surtout que les livres du Docteur Moreau, on aurait pu faire un truc un peu horrifique, un peu glauque et tout, c'est pas du tout dans la même veine, quoi. On est plus dans le côté romantique. Comme je peux vous dire, et voilà, ça c'est pas ce qui m'a passionné le plus dans le texte, mais la façon dont c'est fait est assez intelligente. La fin et tout se précipite en mode où là il y en a qui sont, ça va même un peu trop vite, mais comme a été en fait un peu la fin, en fait on peut lui reprocher les défauts qu'il y avait à Mexican Gothic, voilà, c'est un peu les mêmes, c'est que c'est un peu précipité, mais si je dois faire un choix entre les deux, j'ai préféré Mexican Gothic parce que ça me parle plus, mais je pense que c'est un livre à découvrir, voilà, pour ceux qui sont intéressés, notamment qui sont un peu intéressés par les questions de représentation ou qui avaient envie de voir d'autres personnages, voilà, qui sont représentés, et je vous laisse découvrir Carlotta qui a plus d'un secret à vous dévoiler, et cette espèce de péninsule cachée au fond de la jungle qui, sous ses airs de lieux luxuriants et assez agréables, va cacher des secrets et des mystères parfois éthiquement très questionnables. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, je serais assez curieuse d'avoir un petit peu vos avis, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.